suis là pour vous parler un petit peu de ma philosophie de vie. Puis ma philosophie de vie, c'est la meilleure façon de vous la montrer, c'est de vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une famille. Cette petite famille, elle vit aux abords d'un petit village et elle a une vache. Et les bons jours, la vache va donner du lait. Puis les mauvais jours, la vache donne un peu moins de lait. Puis cette famille vit entièrement de ce que donne cette vache. Il y a un père, une mère, puis des enfants, et toute leur vie tourne autour de cette seule vache. Un jour, il y a un voyageur qui passe aux abords de la petite ferme et qui s'arrête. Il demande à la famille s'il peut passer la nuit avec eux. La famille le reçoit, lui donne un petit peu de lait et lui permet de passer la nuit puis de se reposer. Le lendemain, il reprend la route et en arrivant au petit village à côté, il se demande comment est-ce qu'il pourrait aider et remercier la famille qu'il a reçue la veille. Il rencontre le vieux sage du village et il lui demande, il lui dit « Comment est-ce que je pourrais remercier ces gens-là » Le vieux sage lui dit « Tue la vache ». Alors le voyageur est un petit peu surpris, comme la dame qui est là-bas. « Mais non, pas la vache !» Et il dit « Mais enfin, mais si on tue la vache, elles n'auront plus rien !» Le vieux sage le regarde en souriant et lui dit « Si tu veux les aider, tue la vache !» Alors le soir venu, le voyageur retourne dans la petite ferme, il passe par derrière et il tue la vache. Le lendemain, il reprend ses affaires, puis il retourne dans ses voyages. Il repasse 1 an après, et en arrivant aux abords de la petite ferme, il se rend compte que maintenant c'est une auberge. Il voit de loin que l'auberge a grandi, qu'il y a 1 ou 2 chambres de plus. Devant, il voit qu'il y a des champs qui sont cultivés, avec la famille qui travaille dedans. Il arrive et il reconnaît le père, puis il lui dit « Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière ?» Alors le père lui dit « Écoutez, après votre venue de l'année dernière, notre vache est morte. On s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on n'avait plus rien. Notre seule chose qui nous retenait à la vie, qui nous nourrissait, est morte. Donc comme on n'avait plus le choix, on a bu les derniers litres de lait, on a mangé un petit peu de viande, puis on est allé vendre quelques litres de lait au village, on a récolté quelques graines, puis on s'est lancé là-dedans, on a commencé à planter des graines, et puis finalement on s'est découvert un petit peu des qualités d'agriculteur. Rapidement, on a eu une première, puis une deuxième, puis une troisième récolte. Ça nous a permis d'aller vendre nos graines, puis on a racheté des poules, puis des vaches, puis on a créé cette auberge, puis finalement on s'est rendu compte que grâce à la mort de notre vache, on était passé de notre survie quotidienne à une vie pleine d'aventures et de découvertes. Puis qu'est-ce qui s'est passé là ? On s'en rend bien compte, puis on le voit tous les jours dans la vie. Dans des situations extrêmes, quand on a un accident, quand on a une maladie, quand on a une guerre, quand il y a des choses qui se passent, on rentre tous dans une hyperactivité parce que nos solutions habituelles ne sont plus disponibles. On rentre dans une hyperactivité qui crée une créativité dans notre cerveau, puis on trouve des solutions et des capacités qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Et c'est assez incroyable ça. Maintenant, je voudrais vous poser une petite question. Ça va ? Ça fonctionne. On va s'asseoir. Puis je vais vous poser une question. C'est important, réfléchissez bien. C'est quoi le pire ? Puis c'est quoi le pire qui vous arrive seulement à vous, qui ne dépend pas des autres et duquel on ne se remet jamais ? Je me suis posé la question pendant longtemps. Puis j'ai fait l'exercice. Je suis allé voir les gens, je leur ai dit « C'est quoi le pire ?» Alors les gens ils m'ont dit « C'est de perdre un proche, c'est la mort de quelqu'un. Puis encore pire que ça, c'est perdre un enfant. » Alors j'ai dit « D'accord, c'est intéressant. » Et j'ai rencontré il y a quelque temps un monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle Pierre Lavoie. Puis ce monsieur-là, il n'a pas perdu 1 enfant, il a perdu 2 enfants dans la maladie. Puis au lieu d'abandonner, puis de s'accabler sur son sort, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une association, il a créé un mouvement, il a créé des choses absolument fabuleuses pour soutenir la cause de la maladie qui avait tué ses enfants. C'est très inspirant. Donc finalement, je me suis dit, c'est pas ça le pire. Alors j'ai continué à me poser des questions, puis je me suis dit, c'est quoi le pire ? On m'a dit, c'est être handicapé. Avoir un handicap physique de naissance ou après un accident, plus de jambes, plus de bras. Encore une fois, je suis allé demander aux gens. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait plus de jambes. Les jambes complètement paralysées, ne pouvait plus s'en servir. Puis c'était pas un monsieur, c'était un jeune homme. Il avait 25 ans, puis il avait été champion de skateboard, puis il allait devenir professionnel, puis un jour il a eu un accident.
dans un tournoi, puis il s'est brisé la colonne vertébrale, puis il ne pouvait plus jamais marcher. Puis au lieu d'en rester là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à un autre sport, le wakeboard, dans lequel on a aussi besoin de ses jambes. Mais il a construit une petite machine qui lui permet de s'asseoir sur sa planche et de pouvoir en faire en étant assis, en étant strappé dessus. Puis il ne s'est pas arrêté là. Il a créé, il a développé, puis il a lancé un pattern pour son projet, qu'il a vendu, puis il a aidé d'autres personnes dans la même situation que lui à faire les mêmes choses. C'est inspirant ce genre de choses. Donc je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas ça le pire. Puis finalement, je me suis rendu compte que le pire, qui nous arrive à nous, puis qui vient de l'extérieur et duquel on ne se remettra jamais, c'est notre mort. C'est la mort. Puis je me suis dit, c'est ironique ça. Parce que si on est d'accord pour dire que la pire chose qui nous arrive, c'est la mort, ironiquement, c'est aussi la seule chose dont on est sûr et certain qui va nous arriver. Dans la vie, on peut imaginer avoir des enfants, on peut imaginer se marier, puis faire plein de choses. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir. Fait que si la seule chose dont on est sûr, c'est le pire, finalement, tout le reste, c'est pas grave. Oui, pensez-y là. Et moi, j'ai découvert ça de la façon suivante. Quand j'avais 17 ans, je me sentais pas très bien. J'étais un peu un ado, comme beaucoup de gens qui ont des ados dans la salle, 16, 17, 18 ans, les bras qui pendent. Ça va? Ouais, ça va. T'as envie de te suicider? Ouais, un peu. Puis j'étais pas trop en forme. Puis mes parents sont venus me voir. Puis mes parents, c'est un peu mes vieux sages. Puis peut-être ce soir, ils me regardent de la France, mais je pense que mon père dort à cette heure-ci. C'est un peu mes vieux sages. Puis ils m'ont dit, écoute, on a découvert un projet. Tu pourrais partir pendant 1 an dans une famille à l'autre bout du monde, mais seulement la seule condition, c'est que pendant 1 an, tu ne reviennes plus. C'est comme ça. Tu pars, puis tu dois t'intégrer à cette famille. Tu dois t'intégrer, tu dois apprendre leurs coutumes, tu dois vivre comme eux ils vivent, tu dois partir en vacances comme eux ils partent. On pourra se parler de temps en temps, mais le deal, c'est que ça dure 1 an. Puis il faut que tu t'y tiennes. J'ai dit d'accord, c'est parti. Et puis j'avais toujours rêvé, comme un bon petit Français, d'aller aux États-Unis. Donc je suis arrivé, je sors de l'aéroport, Hollywood. Waouh! Non, Marblehead, Ohio. Le trou des États-Unis. Je me suis dit, en fait, ils m'aiment pas, ils veulent juste se débarrasser de moi. Puis je comprenais pas, là. J'arrive, je parlais 2 mots d'anglais. Enfin, 2 mots à la française, là, vous savez, vous avez déjà parlé en anglais avec un Français de France, là. Hello, how are you? I'm Jérémy. Comme dit un ami, c'est un peu comme les Québécois quand vous allez dans le sud puis que vous essayez de parler espagnol. Fait que je suis arrivé, puis c'était dur au début. C'était tellement dur que c'était dur physiquement. J'en avais mal à la tête, mais un vrai mal de tête, là. Toute la journée, mon cerveau, il essayait de comprendre ce qui se passait en anglais, à la télévision, à la radio, dans les cours. C'était terrible. Puis je me demandais pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé faire ça? Mais pourquoi? Et en fait, en passant la difficulté du début, je me suis rendu compte que j'ai appris 1 mot, puis 2, puis 3, puis qu'à la fin de l'année, j'avais découvert des gens absolument fabuleux, une nouvelle culture, que j'avais appris à parler une langue couramment, et que j'avais développé des capacités que j'aurais jamais pensé avoir. Je suis rentré en France après cette année, et je me suis dit, c'est comme ça que je veux vivre maintenant. Le restant de ma vie, je vais me mettre volontairement dans des situations comme ça, et c'est ça que je vais vivre. Fait qu'à ce moment-là, j'avais 18 ans, puis comme tous les petits enfants de cet âge-là, j'ai voulu intégrer une université. Puis l'université que je voulais, elle me permettait de partir à l'étranger encore pendant 2 ans. Mais le problème, c'est qu'il y avait 3000 personnes qui voulaient rentrer dans cette université, puis il y avait que 100 places. Donc il y avait un gros concours à l'entrée, puis j'ai jamais été très bon à l'école, là. Mais pas bon du tout, juste. Et pour ce concours, j'y suis allé, puis les plus hautes notes qui avaient le plus de valeur à ce concours, c'était l'anglais et la culture générale. Puis après l'année que j'avais passée aux États-Unis, je parlais anglais couramment, puis j'avais appris des choses que j'avais jamais appris avant, puis que plein d'autres personnes n'avaient pas appris. Je suis rentré 3e de France sur ce concours. C'est la première fois de ma vie que j'avais des notes aussi hautes que ça. Je capotais. Fait que je suis rentré là-dedans, je suis reparti aux États-Unis encore pendant 2 ans à l'université, découvert des choses fabuleuses. Après ça, j'ai commencé un travail aux États-Unis dans une boîte qui faisait des marathons, qui organisait des marathons, puis qui vendait des petites puces pour chronométrer les gens. J'y connaissais absolument rien en marathon.
Mais j'ai appris, je suis allé courir un petit peu avec les gens, j'ai découvert des gens absolument fabuleux qui m'ont expliqué qu'un marathon, ça ne se gagne pas seulement avec les jambes, ça se gagne beaucoup avec la tête, avec le cœur, avec comment on va faire pour continuer quand ça fait 20 km, 30 km, il en reste encore plus de 10. J'ai découvert des gens fabuleux. Puis au bout de 2 ans, je me suis dit, on continue. Donc j'ai tout arrêté, j'ai vendu toutes mes affaires. Puis il y avait un ami à moi qui habitait au Mexique et qui m'a dit, écoute, on cherche des gens pour venir vendre des hélicoptères en Amérique latine. J'ai dit, écoute, je ne parle pas espagnol, puis j'y connais rien en hélicoptère. C'est bon, on y va. Donc j'ai vendu mes affaires, puis je suis arrivé au Mexique. Encore une fois, j'ai découvert des choses fabuleuses. J'ai découvert des gens extraordinaires dans un monde absolument passionnant. Je suis allé parler avec les ingénieurs, avec les mécaniciens, avec les pilotes. J'ai appris à piloter un hélicoptère. Des choses fabuleuses. J'ai vécu 6 ans en Amérique latine. Entre le Mexique, la Colombie, le Venezuela, un peu partout en Amérique latine, puis dans les Caraïbes. Puis, au bout de 6 ans, l'entreprise voulait que je rentre en France, puis que je monte un petit peu dans la partie corporative de l'entreprise. Puis l'entreprise, c'est Airbus Hélicoptère. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grosse compagnie qui fait un peu des avions, puis tout ça. Puis je me suis dit, d'accord, j'accepte, mais je voudrais travailler sur un projet que je ne connais pas, dans une langue que je ne parle pas. Ils m'ont dit, écoute, Jérémy, on aimerait bien que tu sois productif là-dedans. Fait que s'il y a 2-3 choses... Non, c'est comme ça qu'on va faire. Ils m'ont dit, d'accord. Fait que j'ai pris en charge toute la partie offshore, sur les plateformes pétrolières, au Brésil. Et donc j'ai partagé mon temps pendant 2 ans entre la France et le Brésil. J'ai appris à parler le portugais. Et 2 ans après, je me retrouvais à 30 ans, en parlant 4 langues couramment, en gagnant très bien ma vie, en ayant voyagé partout dans le monde. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à mes parents qui m'avaient enseigné que c'est en allant vers la difficulté, puis en n'abandonnant pas, qu'on découvre des capacités qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Quelque chose de quand même fabuleux là-dedans. Pour quelqu'un qui n'avait jamais eu des bonnes notes, puis qui était vraiment un élève basique. Et à chaque fois, je me rappelais, je me disais, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Ensuite, je vais vous demander un petit exercice. Parce que tout ce sentiment dont je parle, là, sentiment d'aventure, on l'a tous vécu. Puis ce soir, je voudrais vous le faire vivre, parce que vous l'avez tous vécu dans votre vie. Fait que j'aimerais ça que vous fermiez vos yeux. Ça va durer quelques instants, quelques secondes. Puis j'aimerais que vous repensiez quand vous étiez enfant, parce que je pense que 99% d'entre nous l'ont fait. Quand on a appris à faire du vélo, puis la première fois que nos parents, ou nous, on leur a dit, je voudrais qu'on enlève les petites roulettes. Puis qu'on a commencé à s'élancer sur le vélo. Puis qu'on avait confiance, on avait peur, mais on savait que même si on allait tomber 10 fois, eh ben on allait y arriver. Ma mère, elle me disait, c'est l'expérience qui rentre, vas-y. C'est l'expérience qui rentre. Ouais, mais ça fait mal quand même. Mais elle rentre. Vous vous rappelez de ce sentiment-là? Vous en rappelez? À aucun moment vous vous êtes dit, je vais abandonner puis je ne ferai pas de vélo. À aucun moment. Rappelez-vous bien de ce sentiment. Vous pouvez rouvrir les yeux. J'aimerais qu'on continue à parler un petit peu de l'enfance. Qu'est-ce qui se passe quand on naît? On naît, puis on arrive, on commence à se mettre à 4 pattes, on rampe un peu, on se met à genoux, on se met debout, on apprend à faire du vélo, on apprend à courir. Pareil avec le langage, on commence à faire des petits bruits, puis on apprend une langue, puis on apprend à lire, on apprend à écrire. Il n'y a aucun enfant qui se dit « Non, marcher, c'est pas pour moi. Je vais rester par terre, puis je vais vous suivre doucement. » Il n'y a aucun enfant qui a le même discours intérieur que beaucoup d'adultes et qui se dit « Non, les langues, c'est pas pour moi. J'ai pas l'oreille musicale. Moi, je vais continuer à faire areux, puis je vais vous laisser parler entre vous. » Pensez-y, là. Fait que quand on voit tout ça, on se rend compte qu'est-ce qui se passe. Quand on est enfant, on apprend toutes ces choses-là parce qu'on va vers le challenge, parce qu'on va vers l'aventure, parce qu'on va vers les nouvelles découvertes. Puis petit à petit, on grandit, puis on se rend compte qu'on arrête d'apprendre. Vers 10, 15, 20 ans, on se dit maintenant, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est plus des challenges ou des aventures, c'est des fatalités. C'est des problèmes qu'on appelle ça. Hein? C'est intéressant de penser à ça aussi. Donc, je vous dis tout ça parce que le but là-dedans, c'est pas de provoquer des problèmes, mais c'est de chercher un peu nos vaches. Puis c'est une métaphore là. L'autre jour, il y a un monsieur qui dit « Ouais, mais moi, ma vache... Je dis « Non, pas la vache, la vache, image. » Puis le but, c'est pas de prendre ça,
c'est de changer de chemin pour aller au travail. Le but, c'est de partir en vacances de façon différente. Le but, c'est pas de quitter sa job, puis de se mettre vraiment dans la marde, comme vous dites ici. Moi, je l'ai fait, puis ça a marché pour moi, puis peut-être ça marchera pour vous, mais tous ces changements-là, on peut les faire petit à petit. On peut être dans un café différent. À soir, au lieu de mettre le GPS pour rentrer à la maison, allez vous perdre un peu dans l'aval. Faites un petit détour. Voyez où ça vous mène. Allez pas toujours au même endroit. Vous allez voir, vous allez faire des choses absolument fabuleuses. Recherchez tous vos vaches. Puis, les vaches, on en a dans tous les domaines de notre vie. On en a dans la santé, on en a professionnellement, on en a personnellement, on en a sentimentalement. Cherchez-les, ces vaches. Parce que je vous assure, comme le vieux sage disait, la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est de les tuer. Pensez-y. Puis rappelez-vous que tous dans notre vie, on a tous appris une langue, puis on est tous tombés au moins 1000 fois sur nos fesses. Et vous allez voir que petit à petit, en faisant ces choses-là, vous allez devenir accro. Accro à ça, accro à l'aventure, accro à toutes ces choses-là. Puis vous en connaissez plein des gens comme ça. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'un Steve Jobs, après avoir créé Apple Macintosh, se fait renvoyer de son entreprise avec quelques centaines de millions sur son compte en banque? Puis derrière, il recrée une entreprise, puis encore une autre, puis encore une autre. C'est pas pour l'argent qu'ils font ça. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'un Richard Branson, vous voyez qui c'est ce monsieur? Pourquoi ce monsieur, il crée Virgin? Après, il crée Virgin Airlines. Et maintenant, il envoie des gens dans l'espace. C'est pas pour l'argent. Puis à chaque fois qu'ils commencent ces choses-là, tout le monde pense qu'ils sont fous, parce qu'ils y connaissent rien, ni dans le langage de ce qu'ils font, ni dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils savent, parce qu'ils l'ont fait 1000 fois, que c'est dans l'adversité qu'ils vont se découvrir des nouvelles capacités, qu'ils vont découvrir des nouvelles choses de quoi ils sont capables, et que ça va être absolument fabuleux. Donc sans causer de mal à personne, ni à vous, ni aux autres, recherchez la difficulté, et vous allez voir que les possibilités et les opportunités sont interminables. J'aimerais vous lire une belle phrase qui a beaucoup de sens pour moi. Cette phrase, elle dit qu'une personne qui pense plus à son aise et à son confort qu'à sa liberté perdra sa liberté. Et que l'ironie dans tout ça, c'est qu'elle va perdre également son aise et son confort. Je vais vous laisser y penser pendant 3 secondes. Ça, je vais boire un petit coup. Vous pouvez la relire, parce qu'hier, il y a une dame qui m'a dit « T'es passé trop vite, on n'a pas eu le temps de la lire. » Et quand j'ai vu ça, il y a quelques années, quand j'avais 30 ans, que j'avais tout ça, beaucoup d'argent, puis tout ça, j'ai tout abandonné. Je pourrais parler d'autres choses, mais on n'a pas le temps pour ce soir, puis j'en parle dans ma conférence, mais j'ai tout abandonné, puis je suis venu ici, il y a 2 ans. Tout abandonné, parce que je me suis dit, c'est quoi le pire? On va repartir de zéro, puis on va essayer de trouver des choses, peut-être partager avec les gens, les choses qu'on a appris. Peut-être partager tout ça, puis découvrir un petit peu où ça peut nous mener, de nous mettre une fois de plus dans l'adversité. Puis ça fait peur, là. Ça fait peur. Moi, j'avais une job confortable, avec beaucoup de gens autour de moi, avec un bon appartement, puis c'était douillet, puis tout ça. Puis maintenant, regardez dehors, le temps qu'il fait. Mais je suis bien. Puis on avance, puis on rencontre des belles personnes, puis on a des opportunités extraordinaires. Toutes les semaines, je suis dans une salle, il y a 8 personnes, dont 4 que j'ai invitées, et 4 qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Puis des fois, grâce à des messieurs comme ça, on se retrouve devant 1700 personnes. Puis c'est fabuleux de pouvoir partager ça. Fait que ce soir, je vais vous laisser avec une petite question, parce qu'il me reste 45 secondes. Vous, c'est laquelle votre vache? Pensez-y. Et tuez-la. Merci beaucoup. Now you're gone. I realize my love for you was strong. Jérémy Brétignan! Merci beaucoup.